Bonsoir et bienvenue dans cette parenthèse gourmande de 15 minutes de culture gastronomique que j'ai le plaisir de partager avec Valentin. Aujourd'hui, nous accueillons la très jolie Marie Hervois. Bonsoir Marie Marie. Herbois, filleule de l'association, élève en première STHR au lycée de Dardilly et que l'on remercie énormément. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. On a voulu cette parenthèse culturelle afin d'enrichir les connaissances et à replacer dans un examen, un concours ou pourquoi pas un dîner mondain. Eh bien, bonsoir Nicole, bonsoir Marie, bonsoir à tous. Ce soir, on aborde les thèmes, la phrase bon appétit, le restaurant Maxim's, le brie à Savarin, non pas le fromage, mais le célèbre gastronome, l'omelette de la mère Poulard, le testevin, le Saint-Nectaire, la Châteldon, la crêpe Suzette et l'anis de Flavigny. Et je te laisse débuter, Marie, avec la célèbre phrase bon appétit. Merci Valentin. Donc, la phrase bon appétit. Bonne chance, bon courage, bon déroulement gastrique. C'est comme ça que se définit notre traditionnel bon appétit. Ces expressions supposent que les mets concoctés paraissent difficilement comestibles. Bon déroulement gastrique nous rappelle à notre animalité en faisant allusion à ce qui se passe dans notre ventre. On comprend alors que ce ne soit ni très poli, ni très élégant. De ce fait, au Moyen-Âge où on a commencé à représenter la cuisine comme un art et non purement de survie, dire la phrase « bon appétit » est devenu limite impoli. En 1800, la phrase serait revenue en sorte de prière car à l'époque, le fonctionnement du corps humain était encore rempli d'ombre. C'est au cours de la Seconde Guerre mondiale que l'expression revient en trombe avec les Américains qui l'auraient propagée comme un des nombreux clichés français. Pour terminer, quand quelqu'un nous dit bon appétit, répondez plutôt vous aussi pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. Eh bien, merci Marie. Merci Marie pour ces explications autour de la phrase bon appétit. Et on va se dire bon appétit au restaurant Maxim's et Nicole nous le présente. Oui. Merci beaucoup Marie, c'est très gentil, c'était très intéressant. Maxime, c'est un restaurant qui est situé à Paris, aux 3 rue Royale, entre la Concorde et le quartier de la Madeleine. Fondé en 1893, il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Le restaurant Maxime est devenu au fil du temps un lieu emblématique de l'art nouveau et de la gastronomie française. L'immeuble en pierre de taille est d'abord la propriété du duc de Richelieu au XVIIe siècle, puis de la famille italienne Imoda, qui en fait un glacier et un bistrot pour cocher de fiacre. Maxime Gaillard, qui est un garçon de café, et son ami Georges Evehart en font en 1893 un café glacier à l'enseigne de Maxim's et George. En 1900, le maître d'hôtel du restaurant Eugène Cornuchet le rachète à Maxime Gaillard, endetté par la clientèle mondaine qui oublie souvent de payer ses factures. Il fait appel aux artistes en vogue de l'école de Nancy pour réaménager l'établissement, notamment la fameuse verrière que vous pouvez voir sur les photos, dans le style Art Nouveau à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Cornuchet a l'habitude de dire « jamais de salle vide, toujours quelques belles figurantes que l'on place en vitrine côté rue » et c'est ainsi que Maxim's recevra l'élite de la galanterie française et créera la légende. Le maître d'hôtel installe aussi un piano, il sollicite des courtisanes pour qui sont créées des chambres d'amour à l'étage et à qui sont dédiés des plats comme les pommes cocottes, les pommes lorettes, les selles d'agneau bellotero et la fameuse tarte tatin, qui vont attirer toute l'élite et les têtes couronnées. En 1932, Octave Vaudable, le restaurateur auvergnat, rachète le restaurant. Pendant l'occupation allemande, Maxime s'est réquisitionné et devient le restaurant privilégié et emblématique des officiers allemands. Après la libération, les grandes figures du cinéma de l'époque ne manqueront pas de s'y montrer avec Aristote Onassis, La Calas, qui vont rencontrer Marlène Dietrich.
À la fin des années 50, des ouvriers qui devaient remplacer les fameuses et célèbres banquettes rouges, y découvrent des louis d'or, des bagues, des diamants et des rubis. Dans les années 1950, Maxime devient le restaurant le plus célèbre du monde, mais aussi l'un des plus chers. En 1977, Louis Vaudable et Pierre Cardin s'associent et le restaurant est retiré du guide Michelin à la demande de Louis Vaudable. Nous avons demandé un symbole spécial car nous ne sommes pas un restaurant comme les autres. Quand le Michelin a refusé, j'ai demandé que nous en soyons retirés. En 1981, Maxime est vendu à Pierre Cardin qui développe son aspect international en ouvrant 7 autres restaurants, Monte-Carlo, Pékin, Genève, Tokyo, Shanghai, New York et Bruxelles. Il transforme les 3 étages supérieurs de l'immeuble en un musée consacré à l'Art nouveau et le musée Maxime représente aujourd'hui la première collection privée française d'art 1900. Et donc après ce fameux restaurant présenté par Nicole, le célèbre personnage Bria Savarin présenté par Valentin. Eh bien, merci Nicole et Marie. Et oui, tout à fait, Bria Savarin, Jean-Anthelme Bria Savarin, il est né à Belay, dans le Bugey, en 1755, où il prend goût à la cuisine. Sa mère était un véritable cordon bleu. Sauf que dans sa famille, on est des gens de robe de père en fils. Et Bria Savarin fera donc des études de droit à Dijon, mais aussi un peu de médecine et de chimie. Il va devenir avocat et par la suite député à l'Assemblée constituante. Il est remarqué par un discours contre l'abolition de la peine de mort. Sauf que ses idées pour le royalisme sont connues. Un mandat d'arrêt est émis contre lui et il va être contraint de s'exiler en Suisse, puis en Hollande, d'où il embarque pour l'Amérique. Il va y découvrir le dindon, il enseigne l'art des œufs brouillés à un chef français de Boston. Il apprécie notamment l'adobé, le corned beef et le punch. Il va obtenir l'autorisation de rentrer en France et se consacre à l'archéologie, à l'astronomie et bien sûr à la gastronomie. Appréciant les bons restaurants, Bria Savarin recevait beaucoup chez lui ses amis pour lesquels il cuisinait. 2 mois avant son décès, paraît en librairie, sans nom d'auteur, le livre en 2 tomes qui devait le rendre célèbre. Physiologie du goût ou Méditation de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. L'ouvrage va connaître un véritable succès. Son ambition était de porter l'art culinaire au rang de véritable science, faisant appel à la chimie, à la physique, à la médecine et à l'anatomie. Il se livre à une analyse très poussée de la mécanique du goût. Il aborde des sujets comme la maigreur, l'obésité, l'influence de la diète sur le repos, le jeûne, l'épuisement et la mort. Les meilleures pages de la physiologie du goût concernent les observations de Bria Savarin sur certains aliments et préparations comme le pot-au-feu, la volaille, le gibier, les truffes, le sucre, le café ou encore le chocolat. Et enfin, pour terminer, Bria Savarin, bien sûr, a donné son nom à de nombreux apprêts de tartelettes et une garniture de croustade faite d'un salpicon de foie gras et de truffes. Une autre garniture du même nom, à base de pointes d'asperges, accompagne les œufs mollets et bien évidemment l'incontournable, le célèbre fromage Bria Savarin. Eh bien, merci Valentin pour toutes ces explications. Et c'est Nicole qui suit avec une omelette. Et oui, et quelle omelette dont je vous parle aujourd'hui, mais pas n'importe laquelle. Donc, la célèbre omelette de la mère Poulard, spécialité du Mont-Saint-Michel en Normandie. Alors, qui est la mère Poulard? Donc, la mère Poulard, c'est Annette Poulard, qui est née Anne Boutiot et qui n'est pas née au Mont-Saint-Michel, mais à Nevers. Elle était femme de chambre et elle arrive au Mont-Saint-Michel en 1872 comme femme de chambre. Elle rencontre et épouse le fils du boulanger du Mont-Saint-Michel, un certain Monsieur Poulard. Et ils reprennent ensemble la petite auberge de Saint-Michel Tête d'Or, située dans la grande rue du Mont-Saint-Michel. La mère Poulard développa cette recette après avoir remarqué que des pèlerins qui arrivaient au Mont-Saint-Michel au gré des marées et parfois affamés après une longue attente, ont dit qu'elle guettait
les pèlerins et leur nombre du haut des remparts. Il fallait donc un plat facile et rapide à préparer à toute heure. Mais quel est le secret de cette préparation? Donc, la préparation, visiblement uniquement à base d'œufs, est très généreusement battue au fouet dans un cul de poule en cuivre. La poêle en fer munie d'un très long manche est chauffée très fort dans l'âtre de la cheminée et une grosse noix de beurre est mise à fondre sans colorer. Puis l'omelette est mise à cuire, la poêle a même les flammes du feu avec une alternance coup de chaud sur les braises et repose sur le coin de la cheminée. Elle reste encore baveuse sur le dessus. Enfin, elle est tellement aérienne qu'on voit plutôt des centaines de petites bulles d'air comme un espuma ou une émulsion. L'omelette est servie repliée en deux dans l'assiette, toujours nature, avec une garniture à part comme du lard, du saumon, des champignons. Il y a au premier étage de l'auberge une quantité impressionnante de photos de personnalités qui sont venues déguster l'omelette de la mère Poulard, qui fait désormais partie des institutions de la gastronomie française connue dans le monde entier, mais aussi l'omelette la plus chère du monde, puisqu'elle est au prix de 36 €. Voilà, vous allez retrouver aussi une vidéo que l'on va vous mettre après sur le lien YouTube. Eh bien, merci Nicole. Et Valentin continue avec le test vin. Et oui, tout à fait. Merci Marie. Alors, le test vin ou tas de vin, tassé ou tasse à déguster, c'est une petite coupelle en argent massif de forme spéciale. On la trouve également en or, en inox, en faïence, en étain ou en grès. Alors, le test vin, il est utilisé pour la dégustation du vin. Il est à fond plat pour les vins blancs et à fond bombé pour les vins rouges. Sur les parois du test vin, les stries, torses ou larmes et les boules ou cupules ou encore cupulettes participent à l'examen du vin. Sa première apparition, on la trouve au XVIe siècle, l'apogée au XVIIIe et le mot test vin ou tas de vin est dérivé de l'expression tâter un vin en usage au XVe siècle. Alors le test vin, c'est vraiment l'instrument par excellence du professionnel et du connaisseur. Il est utilisé pour examiner le vin qu'on va goûter. Sa faible profondeur permet l'examen par l'odorat en libérant les arômes du nectar. Alors par sa forme spécifique, composée d'un fond légèrement bombé et d'un pourtour, traditionnellement orné de larmes et de boules, le test vin favorise l'examen de la teinte et des degrés de limpidité du vin par le jeu réfléchissant des cupules et des larmes en creux et en relief. Les larmes, elles, permettent de regarder les vins blancs et les boules, les vins rouges. La poussette, comme on peut le voir à l'image en bas à gauche, sert à son maintien à l'horizontale. Et il faut savoir que chaque vigneron possède le sien avec son nom gravé sur le fond, sur le bord extérieur ou sur la poussette. Et une confrérie lui est dédiée, la confrérie des chevaliers du test vin, fondée en 1934. Elle est située à Nuits-Saint-Georges. On peut les voir à l'image, hein, ces membres dans la confrérie du test vin avec le test vin qu'ils ont autour du cou. Donc, elle se trouve à Nuits-Saint-Georges, en Côte d'Or. Et elle se donne vraiment pour mission la mise en valeur des produits bourguignons et bien sûr plus particulièrement de ces grands vins et de la cuisine bourguignonne. Elle milite également pour le maintien et le rétablissement des fêtes, coutumes et traditions. Elle est à l'origine de la Saint-Vincent tournante ou encore du test-vinage créé en 1950 par cette confrérie. Et j'ai deux légendes à vous raconter sur le test vin. La première, c'est qu'on raconte que les 7 boules et les 12 larmes qui ornent le test vin signifient que le vin peut se boire les 12 mois de l'année et tous les jours de la semaine. Aussi, on racontait, deuxième petite légende, on racontait jadis dans les vignobles qu'un test vin merveilleux permettait de savoir dès que le vin était versé si l'année était bonne ou mauvaise. Au fond de la tasse en question, et qui datait du XIVe siècle, on trouvait un médaillon qui représentait un pape d'Avignon, bien sûr, hein, pas un pape de Rome. Selon que la face du pontife riait ou pleurait, le vin était bon ou mauvais. Et la dernière trace de cette tradition s'est trouvée en Bourgogne, peu avant la Seconde Guerre mondiale. Après ces explications sur le test vin, Nicole continue avec des explications sur le Saint-Nectaire.
Eh oui, merci beaucoup Marie. Alors, le Saint-Nectaire qui porta longtemps le nom de fromage de Gléo ou fromage de seigle, car il était affiné sur la paille de cette céréale. Gléo qui signifiait paille de seigle en patois auvergnat. C'est au milieu du XVIIe siècle que le nom de fromage de Saint-Nectaire fait son apparition. Vers la fin de ce siècle, le maréchal Henri II de Saint-Nectaire ou Saint-Nectaire, comme vous voyez écrit sur la diapo, le fit introduire sur la table du roi Louis XIV. Un rayon de plus pour le roi Soleil qui, séduit par ce fromage, le fit venir régulièrement jusqu'à la cour. La marque Saint-Nectaire est créée en 1947 par le syndicat des producteurs de Saint-Nectaire. Les fromages fabriqués à la ferme sont identifiables grâce à une pastille de caséine de couleur verte, alors que les fromages de fabrication laitière sont identifiables avec une pastille de caséine de couleur beige. Le Saint-Nectaire, c'est un fromage fermier ou laitier à pâte pressée non cuite, fabriqué dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il bénéficie d'une appellation 1955 et d'une AOP en 1996. Il est de forme cylindrique de 20 à 24 cm et son poids varie entre 1,5 kg et 2 kg. Le Saint-Nectaire, évidemment, peut être fabriqué dans un plus petit format. Son goût est doux, légèrement salé, avec des saveurs variées de lait frais, de crème, de beurre et des arômes de cave, de paille et de sous-bois, le tout souvent relevé d'une délicate note de noisette. Sa durée minimale d'affinage est de 28 jours. On l'accompagne d'un vin rouge, évidemment auvergnat, comme le Saint-Pourçain, d'une baguette aux graines et d'abricots secs. Après ces explications sur le Saint-Nectaire, Valentin continue avec la Châteldon. Et oui, merci Marie. Alors, la Châteldon, c'est, dit-on, le grand cru au pays des eaux minérales. Alors, c'est une eau minérale naturelle gazeuse captée à Châteldon, le village du même nom, qui se situe dans le Puy-de-Dôme. Elle provient de la source Sergentale. Elle est d'abord déferrisée et regazéifiée avec son propre gaz. La Châteldon, c'est une eau riche en minéraux, en magnésium et en calcium. Elle séduit par la délicatesse de son goût, la finesse de ses bulles. Elle s'est donné du relief aux saveurs des mets les plus fins. On va retourner quelques siècles en arrière, plus précisément en 1650, avec Fagon, médecin de la cour de Louis XIV, lorsqu'il présente l'eau de Châteldon à celui-ci et lui dit « Les eaux de Châteldon guériront votre majesté quelquefois, la soulageront souvent et la consoleront toujours. » Et donc, c'est en ces termes que Fagon va recommander dès 1650 l'eau de Châteldon à Louis XIV. Celui-ci est conquis par les bienfaits de cette eau et il va en faire venir régulièrement par bonbonne depuis l'Auvergne pour son usage quotidien à Versailles. Mais pour Châteldon, la royale ne va pas s'arrêter là, puisque dès la fin du XVIIIe, le docteur Desbrest, conseiller du roi Louis XIV et médecin des armées, publie un traité des eaux minérales de Châteldon, un ouvrage dans lequel il va décrire Châteldon étant l'eau la plus légère et la plus digeste du royaume. Aujourd'hui, l'eau de Châteldon est produite exclusivement dans des bouteilles en verre, comme on peut le voir à l'écran sur la photo de gauche. La production est vendue exclusivement à 99,9% en France et elle est introuvable dans le commerce, excepté bien sûr chez Métro. Le logo date de 2000. Il est axé autour de Louis XIV avec ce soleil doré représenté sur l'étiquette de la bouteille, l'année 1650 et les couleurs bien sûr or et argent. Et la Châteldon, ce n'est pas qu'une eau de table, c'est tout simplement l'eau des grandes tables. Par sa délicatesse et sa rareté, elle est toute désignée pour être sélectionnée par les restaurateurs, les épiceries fines et les cavistes. Et il faut savoir qu'en un an, Châteldon produit ce que Volvic fait en une journée. Merci beaucoup Valentin, c'était très intéressant et Louis XIV que l'on évoque à chaque fois, à chaque semaine. Et on continue avec la jolie Marie qui va nous parler d'un dessert merveilleux. La crêpe Suzette. Donc la crêpe Suzette est un dessert emblématique de la cuisine française composé d'une crêpe au beurre Suzette, une sauce à base de sucre caramélisé et de beurre, de jus de mandarine ou d'orange, de zeste et de liqueur Grand Marnier ou de curaçao.
Les crêpes Suzette sont généralement servies flambées, même si certains ouvrages de cuisine notent que dans la recette originale, elles sont servies non flambées. Plusieurs hypothèses ont été faites par rapport à l'origine de cette crêpe. Beaucoup racontent que l'histoire en 1896 débute avec un jeune pâtissier maladroit du café de Paris à Monte-Carlo qui aurait fait tomber de l'alcool sur des crêpes chaudes qu'il préparait pour le prince de Galles. Le futur roi d'Angleterre ne pouvant se faire attendre, ils servirent quand même les crêpes. Ce fut un grand succès et le pâtissier fit croire au futur roi qu'il les avait inventées pour lui et que son nom leur serait donné. Mais le prince informa qu'il souhaitait que ce soit une femme de sa table qui donne son nom à ces fameux desserts. Pour l'autre hypothèse de l'origine de ce fameux dessert, ce serait donc Auguste Escoffier en 1890, chef Hôtel Savoie à Londres et ancien chef du Ritz, qui aurait popularisé la boisson du Grand Marnier, dont le flambage au Grand Marnier. La légende dirait qu'Escoffier aurait inventé ce dessert pour le prince de Galles Édouard VII. Il aurait aromatisé cette crêpe au curaçao. Le prince aurait voulu donner le nom de Susan Reichenberg, actrice de la Comédie Française, à ce dessert. Les comédiens du théâtre français s'emparent de cette anecdote dans une de leurs pièces en mettant en scène une jeune Suzette qui sert de crêpes aux autres personnages. Merci beaucoup, Marie. Et on va terminer avec une petite douceur, un bonbon. L'anis de Flavigny. Donc, l'anis de Flavigny, c'est une graine d'anis enrobée de sucre. Du thé, Charlemagne commande qu'on cultive l'anis dans les couvents et les monastères. Et donc, ce serait à ce moment-là que les moines de ce monastère commencent la préparation de l'anis de Flavigny. Louis XIV, pour l'anecdote, aimait beaucoup ces bonbons à l'anis qu'il conservait précieusement dans un drageoir de poche rond et assez plat. Autre anecdote, Anne d'Autriche, en pèlerinage à Apt en 1660, se voit offrir en tout 3,5 livres d'anis enrobé du sucre. Et encore une autre anecdote, le chevalier Déon, espion du roi Louis XV, né à Tonnerre, contribue à la signature d'un traité avec le roi George III d'Angleterre en lui offrant des anis de Flavigny. Pour continuer l'histoire, en 1792, une partie de l'église où était fabriqué l'anis de Flavigny est détruite. Mais 8 habitants de Flavigny poursuivent la fabrication des anis, la plupart au cœur de l'ancienne abbaye. Monsieur Gallimard achète plus tard l'abbaye et la totalité des fabriques d'anis pour n'en faire qu'une seule au cœur de l'abbaye. Jean Troubat, plus tard, reprend ensuite la fabrique d'anis, succédant ainsi à la famille Gallimard. Il a l'idée de vendre les anis dans les premiers distributeurs automatiques des gares et des métros. Il les vend aussi dans les premiers grands magasins de Paris, dans les fêtes foraines et les cinémas. En 1928, il fabrique en tout 80 tonnes d'anis et les distribue déjà aux États-Unis, au Canada, en Algérie et un peu partout en Europe. Plus tard, Nicolas Troubat prend la relève de son père Jean. Il fait passer la production d'anis de 80 à 250 tonnes par an, suivant la même méthode de fabrication, toujours au sein de l'ancienne abbaye. Les anis de Flavigny sont alors distribués sur les autoroutes et dans les grandes surfaces de Bourgogne. La marque reçoit le ruban bleu Intercu, récompensant la longévité des anis de Flavigny. Nicolas Troubat recevra le prix Montgolfier pour avoir su allier tradition et modernité dans le développement de l'entreprise. Les anis de Flavigny sont aussi labellisés site remarquable au vie. Après avoir eu le bonheur de travailler aux côtés de son père, Catherine Troubat prend à son tour le relais, accompagnée de sa sœur associée à la tête de l'entreprise. Les anis sont maintenant vendus dans les jardineries, les magasins bio, les aéroports et les gares. L'anis de Flavigny a plusieurs sortes de goûts. Le goût original, l'anis, ou encore réglisse, violette, menthe, citron et encore beaucoup d'autres. Merci beaucoup, Marie. C'était vraiment très, très intéressant et on te remercie d'avoir été avec nous ce soir. C'était un vrai plaisir. Tu as fait un énorme travail de recherche. Merci.
Donc, cette pause est terminée et on vous remercie de l'avoir suivi. Mille merci, Marie, encore une fois à toi. C'était un grand plaisir pour moi de venir ce soir avec vous. Eh bien, merci Nicole de me faire confiance. Merci Marie d'avoir participé à cette parenthèse qu'est la 5e qu'on organise aujourd'hui. Merci à toi Marie. Et la semaine prochaine, bien sûr, on se retrouve jeudi 13 mai à 20h30 avec notre invité, le MOF, meilleur ouvrier de France, bien sûr, Simon Verger, avec lequel on abordera le cocktail dry martini, la sauce hollandaise, la blanquette de veau, le safran, le Procope, Joël Robuchon, la poire Belle Hélène et le concours meilleur ouvrier de France. Merci beaucoup, quel beau programme. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous.